Il y avait, nichée entre les collines brumeuses et les forêts profondes, une petite ville nommée Orval-sur-Brume. C'était une ville charmante, à première vue, des ruelles pavées, des volets colorés, des rires d'enfants résonnant entre les murs de pierre. Mais sous cette apparence paisible se cachait une vérité moins reluisante. Orval était une ville qui aimait la normalité, la conformité, et qui rejetait ce qu'elle ne comprenait pas. Et dans cette ville naquit Elia. Dès le premier jour, sa venue au monde fut particulière. Sa mère, Anaïs, avait accouché seule, dans une petite chambre aux murs humides, sans sage-femme, sans assistance. Le père, Lucien, était parti peu avant, fuyant ses responsabilités sans un mot, comme s'il avait senti que l'enfant à naître porterait un mystère qu'il ne voulait pas affronter. Elia était née muette. Aucun cri, juste un regard immense, clair comme un ciel d'hiver, qui fixait le plafond comme si elle venait d'un autre monde. Le médecin du village, un vieil homme aigri, avait dit d'un ton sec « C'est une malédiction. Elle n'a pas de voix. » Et ainsi fut-elle estampillée. La muette. La fille au silence étrange. À l'école, Elia était là, mais comme un fantôme. Elle s'asseyait au fond de la classe, les mains jointes, les yeux posés sur le tableau noir. Elle apprenait, mais sans jamais lever la main. Elle comprenait tout, mais n'avait jamais l'occasion de le prouver. Les autres enfants ne l'aimaient pas parce qu'elle était méchante. Elia était douce, serviable, brillante, mais parce qu'elle ne parlait pas. Et dans un monde qui valorisait le bruit, l'opinion, la voix, son silence dérangeait. On l'appelait muette. Pas Elia. Jamais son prénom. Seulement, regardez, c'est la muette. Ou pire, elle doit être possédée. Un jour, lors d'une fête de l'école, elle voulut participer à un jeu collectif. Elle s'était approchée d'un groupe d'enfants. L'un d'eux, Camille, l'avait regardée et avait crié « Tu veux jouer? Mais tu peux même pas crier si t'as peur, hein? Va jouer au silence ailleurs. » Les autres avaient éclaté de rire. Et ce fut le début d'une exclusion lente, perfide, cruelle. Les moqueries ne cessaient jamais. Chaque mot blessait Elia comme une lame invisible. Elle ne pleurait pas, jamais en public. Mais le soir, seule, elle griffonnait dans un vieux cahier. Pourquoi suis-je née sans voix? Pourquoi me haïssent-ils tous? Sa mère, Anaïs, l'aimait plus que tout. Elle travaillait jour et nuit, nettoyant des maisons, lavant les sols des plus riches d'Orval, servant le thé à des femmes qui parlaient d'elle comme d'une pauvre idiote avec une fille abîmée. Anaïs encaissait tout. Elle savait que sa fille n'était pas abîmée. Elia était une lumière silencieuse. Elle observait tout, elle apprenait tout, et surtout, elle ressentait. La relation entre elles était fusionnelle. Elle n'avait pas besoin de mots. Un regard suffisait, un geste, un frisson dans l'air. Mais Anaïs cachait un lourd secret. Un secret qu'elle n'avait jamais dit à Elia. Quelque chose à propos du père. Quelque chose à propos d'un passé qu'elle avait tenté d'effacer. Ce secret, elle pensait pouvoir l'emporter dans la tombe. Elle se trompait. À 13 ans, Elia subit l'événement qui changea tout. Un nouveau professeur arriva au collège, Monsieur Delorme, un homme discret, passionné par les sciences humaines. Il remarqua très vite qu'Elia avait un regard d'une intelligence rare. Il décida de la soutenir. Il la fit participer à des projets. Il l'encouragea à écrire, à dessiner, à exprimer autrement son génie. Mais cela ne plut pas aux autres. Camille, Jade, Louis, les meneurs des moqueries, voyaient d'un très mauvais œil que la muette devienne la protégée du prof. Et alors commencèrent les rumeurs. Elle l'hypnotise avec ses yeux. Elle est bizarre. C'est une sorcière. Elle fait pitié. Elle devrait être dans un hôpital. Le harcèlement monta d'un cran. Un jour, ils mirent un enregistrement de grognements d'animaux dans sa trousse. Quand elle l'ouvrit, tout le monde éclata de rire. « Voilà sa vraie voix !» cria Camille. Ce jour-là, Elia ne rentra pas chez elle. Elle marcha seule dans la forêt pendant des heures, jusqu'à ce que la lune soit haute.
Elle contempla les étoiles et murmura intérieurement, « Un jour, vous vous souviendrez de moi, et ce ne sera pas pour vous moquer. » Peu de temps après, Anaïs tomba gravement malade. Elle avait caché les symptômes trop longtemps, trop fière, trop occupée à protéger sa fille. Quand elle s'effondra devant la porte de la maison qu'elle nettoyait chaque matin, il était trop tard. On diagnostiqua un cancer en phase terminale. Elia ne cria pas. Elle ne pouvait pas. Mais la douleur se lisait sur chaque centimètre de son visage. Les derniers jours d'Anaïs furent lumineux. Dans son lit d'hôpital, elle caressait les cheveux de sa fille et disait en souriant, avec un souffle faible, « Tu es plus forte que tu ne le crois, et quand je partirai, quelqu'un viendra pour toi, ton père. Peut-être. » Elia voulut comprendre. Elle lui fit signe. « Mon père. » Anaïs esquissa un sourire et murmura d'une voix mourante, « Il y a une lettre pour toi, dans le tiroir, sous les draps. Mais pas encore. Ouvre-la quand tu seras prête. » Et elle ferma les yeux pour la dernière fois. Le décès d'Anaïs plongea Elia dans une solitude absolue. Elle fut confiée temporairement à une tante éloignée qu'elle ne connaissait pas, Mathilde, une femme sèche et amère qui disait des phrases comme « J'ai pas demandé à m'occuper d'un déchet muet. Tu devrais aller en centre. » Elia a vécu l'enfer pendant des mois. Elle n'avait plus rien. Plus de toi digne de ce nom. Plus d'amour. Plus de soutien. Mais chaque nuit, elle ouvrait son vieux cahier et elle écrivait, elle dessinait, elle rêvait. Elle faisait naître sur le papier un monde où elle parlait librement, où elle brillait, où les moqueries n'étaient que des souvenirs lointains. Un soir, après une gifle de trop, elle s'enfuit. Elle avait 16 ans. Elle prit la lettre de sa mère et courut jusqu'à la forêt. Elle trouva un endroit reculé, un ancien abri de chasse abandonné. Là, seule, elle ouvrit enfin la lettre. Ce qu'elle y découvrit bouleversa tout. La lettre disait « Ma douce Elia, si tu lis ceci, c'est que je suis déjà parti. Je suis désolé de t'avoir laissé seule, mais tu n'es pas abandonné. Ton père n'est pas l'homme que j'ai prétendu qu'il était. En vérité, c'est un homme riche, très riche. Il m'aimait autrefois. Mais sa famille m'a rejeté quand ils ont su que j'étais enceinte. Il m'a laissé pour sauver ses apparences. Il s'appelle Gabriel de Vauclair. C'est un nom que tu devras un jour affronter. Je n'ai jamais voulu te mêler à ce monde de mensonges et de pouvoir. Mais maintenant que tu es seul, peut-être devras-tu y aller. Pour toi, pour ton avenir, et pour faire entendre ton silence. Je t'aime plus que tout, maman. » Et dans cette cabane, Elia comprit une chose. Son passé ne la définissait pas. Son silence était une force. Et un jour, elle reviendrait à Orval-sur-Brume. Pas comme une muette rejetée, mais comme une étoile qu'on ne pourrait plus jamais ignorer. La cabane en bois dans laquelle Elia s'était réfugiée était un vestige oublié. Cachée au bord de la forêt, elle portait les marques du temps. Les murs étaient couverts de mousse, les fenêtres brisées, le toit laissait passer la pluie. Mais pour Elia, c'était un sanctuaire. Elle y vivait seule depuis maintenant plusieurs semaines, loin de la ville, loin des regards, loin des moqueries. Le silence de la forêt, à ses yeux, n'était plus un poids, il était un allié. Chaque jour, elle sortait au lever du soleil. Elle parcourait la forêt à la recherche de baies, de racines, d'eau claire. Elle faisait des feux avec des pierres et des branches sèches. Elle cousait ses vêtements déchirés à la lumière d'une vieille lampe solaire qu'elle avait trouvée dans une poubelle. Elle vivait. Elle lisait et relisait la lettre de sa mère. Les mots « Gabriel de Vauclair » résonnaient comme une énigme, un mystère non résolu. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il abandonné Anaïs? Et surtout, savait-il seulement qu'elle existait? Elia n'avait aucune réponse. Mais une certitude s'imposait. Elle devait devenir forte, autonome, libre. Avant de l'affronter, elle devait se reconstruire. Ce fut un matin de pluie que tout changea. Elia était en train de couper du bois quand elle entendit un craquement étrange derrière elle. Elle se retourna, alerte. Un vieil homme,
vêtu d'un manteau noir usé, l'observait en silence depuis les arbres. Il avait les cheveux gris, une barbe touffue, et des yeux comme des couteaux. Elia recula d'instinct, le cœur battant. Mais il leva une main, apaisante. « Je ne suis pas un danger. Tu vis ici, seul ?» demanda-t-il, d'une voix rauque. Elia hocha lentement la tête. Il s'approcha. « Tu ne parles pas, muette ?» Elle ne répondit pas. Mais ses yeux parlaient pour elle. Le vieil homme s'assit sur un tronc, sans la quitter du regard. « Tu m'intéresses, » dit-il. « Je m'appelle Maître Elian. Je vis à quelques kilomètres d'ici. Je suis, disons, un enseignant. Mais pas dans une école. Je forme ceux qui ont été brisés par le monde. » Elia fronça les sourcils, méfiante. « Je vois dans ton regard une flamme, une colère silencieuse, une soif de revanche. Tu veux te reconstruire? Tu veux reprendre ce que la vie t'a volé ?» Elle le fixa longuement, puis hocha la tête. Alors il sourit, un sourire mystérieux, presque inquiétant. « Très bien. Alors écoute-moi attentivement. » Les semaines suivantes furent rudes. Maître Elian la forma, mais pas comme un professeur classique. Il lui enseigna la concentration absolue, l'art de lire un visage, de décoder un comportement, de manipuler l'attention sans prononcer un mot. Il disait souvent, « La parole est une arme, mais le silence est un poison, plus lent, plus dangereux, plus mortel. » Il lui apprit aussi à écrire avec clarté, à signer avec rapidité, à s'exprimer avec le regard. Il lui parlait du monde tel qu'il était réellement. Un monde de masques, de domination, de pouvoir. « Si tu veux confronter ton père, lui disait-il, tu ne dois pas le faire en tant que fille abandonnée. Tu dois le faire en tant qu'égale. » Elle écrivait frénétiquement dans ses cahiers. Elle dessinait. Elle construisait des plans. Elle lisait des ouvrages philosophiques, économiques, juridiques. Elle comprit peu à peu les rouages du pouvoir. Un jour, Elian posa devant elle une pile de dossiers. Voici Gabriel de Vauclair. Elle trembla en reconnaissant ce nom. PDG d'un groupe d'investissement. Ancien aristocrate reconverti en magnate. Il possède des entreprises, des galeries d'art, des hôtels de luxe. Il a une épouse, pas d'enfant officiellement déclaré. Mais ce n'est pas un homme de cœur. Elia dévora chaque ligne. Et dans ses yeux, un plan prenait forme. Mais Elian imposa une dernière condition. Avant que tu ne quittes cette cabane, tu devras prouver que tu es prête. Il organisa une sorte d'épreuve initiatique. Il l'envoya en ville avec une mission étrange. Infiltrer un cercle social très fermé, sans identité, sans parole, et gagner leur respect en 7 jours. C'était un jeu cruel. Mais Elia accepta. Elle se présenta dans un salon d'art local où se réunissaient les jeunes héritiers de la région. Les mêmes qui, des années plus tôt, l'avaient ignorée ou humiliée. Elle entra, élégante malgré ses vêtements simples, le visage maquillé, les cheveux relevés. Personne ne la reconnut, mais tous furent fascinés. Par son regard, par sa gestuelle, par l'élégance froide de ses gestes. Elle devint un mystère ambulant. Certains l'appelèrent la Sphinx, d'autres l'inconnu. En une semaine, elle avait séduit un microcosme par le simple pouvoir de sa présence. Elian l'attendait à son retour. « Tu es prête, » déclara-t-il, « prête à conquérir ce monde que tu es, et à t'y imposer comme une tempête muette. » Elia quitta la forêt à l'aube. Dans un sac de cuir, elle emportait peu de choses, ses cahiers, la lettre d'Anaïs, un carnet de croquis et un dossier sur Gabriel de Vauclair. Elle monta dans une vieille voiture que Elian lui avait offerte. Mais avant de partir, il lui tendit une enveloppe. « Ce nom t'aidera, » dit-il. « C'est celui d'un homme que ton père craint. Il te devra une faveur, le nom sur le papier, Théodore Verneuil. » Elle serra la feuille contre elle. Puis, sans un mot, elle partit. Elia retourna à Orval, incognito. Elle loua une chambre sous un faux nom. Elle arpenta les rues de son enfance.
Elle vit les visages d'autrefois. Camille, devenu banquier. Jade, maintenant coiffeuse. Louis, serveur dans un bar minable. Tous l'avaient oublié, mais elle les regardait. Chaque geste, chaque expression, chaque faiblesse. Et puis, un soir, elle gara sa voiture devant l'ancienne maison de son enfance. Les murs avaient été repeints. Une nouvelle famille y vivait. Elle ne pleura pas. Pas une larme. Mais elle resta là, des heures, sous la pluie, comme une statue. Et puis elle dit, dans un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait émettre: « Je reviendrai. » Le nom que Elian lui avait laissé, Théodore Verneuil, ouvrit une porte invisible. Elia le rencontra dans un hôtel luxueux du centre de la ville, dans un salon privé tapissé de cuir noir et de boiseries anciennes. Verneuil était un homme d'environ 60 ans, élégant, froid, avec des yeux bleus perçants et une montre dont le bracelet semblait valoir plus qu'1 an de loyer à Orval. Il l'observa longuement. « Tu es la fille d'Anaïs. » Elia hocha la tête. Elle lui tendit une feuille, une synthèse écrite de sa vie, de ce qu'elle savait et de ce qu'elle comptait faire. Il la lut en silence. Puis il dit doucement: « Tu es bien la fille de ta mère. » Il lui parla ensuite du passé. Anaïs avait été autrefois la muse d'un cercle artistique très fermé. Verneuil, artiste à l'époque, l'avait connue. Il l'avait aimée, même. Mais Gabriel de Vauclair l'avait séduite et abandonnée. Gabriel a toujours fui les conséquences de ses actes, souffla Verneuil. Mais il ne pourra pas fuir ce que tu es devenu. Il l'aida. Il contacta un notaire discret. Il investit dans une apparence nouvelle. Il fit venir une styliste, un avocat, un conseiller en affaires. En quelques semaines, Elia devint une silhouette mystérieuse, puissante et parfaitement maîtrisée. Elle ne parlait toujours pas. Et pourtant, dans les dîners, dans les galeries, dans les soirées privées, elle fascinait. Des murmures naquirent. Qui est cette femme? Une héritière étrangère? Elle ne parle pas, mais elle est partout. Et bientôt, son nom, Elia de Lune, devint connu. Un jour, elle entra dans une galerie d'art à Paris. Et elle tomba nez à nez avec Camille. Il était là, devant une toile, en pleine conversation avec un mécène. Lorsqu'il croisa le regard d'Elia, il ne la reconnut pas. Pas tout de suite, mais elle, si. Elle s'approcha, lentement, sans un mot, et elle le fixa, droit dans les yeux. Son silence lui glaça le sang. Quelque chose, dans ce regard, réveilla en Camille une peur oubliée. Il recula, perturbé. « Pardon, madame, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. » Elle sourit, mais ce sourire n'avait rien d'aimable. Et puis, elle tourna les talons, lentement. L'air d'un fantôme revenu. Le moment arriva. Grâce à l'entremise de Verneuil, Elia fut invitée à une réception privée dans le domaine des de Vauclair. C'était une propriété gigantesque, faite de verre et de marbre. Des domestiques partout, des invités triés sur le volet, des journalistes à l'entrée, des gardes à la sortie. Elia arriva dans une limousine noire, robe longue, yeux soulignés de col sombre, silhouette sculpturale. À son poignet, une montre Cartier. À son bras, un assistant fictif. Sa démarche hypnotisait. Quand elle descendit, un silence parcourut les convives. Et puis, il apparut. Gabriel de Vauclair, cheveux poivre et sel, costume 3 pièces, démarche rigide. Il s'avança vers elle, main tendue. « Vous êtes Elia de Lune, c'est bien ça. On m'a beaucoup parlé de vous. Enchanté. » Elle lui tendit la main, et au contact de sa paume, elle sentit un frisson glacé, comme si l'histoire, d'un coup, venait de boucler. Il ne savait pas. Il ne la reconnaissait pas. Elle se contenta de sourire, de ce même sourire énigmatique. Et à cet instant, elle fit un vœu silencieux. « Tu vas apprendre. Tu vas tout apprendre. Et ce jour-là, tu te souviendras de chaque mot que tu n'as pas dit, chaque silence que tu m'as imposé. » Pendant les semaines suivantes, Elia tissa sa toile.
Elle se fit amie avec les enfants d'amis de Gabriel. Elle investit dans une société partenaire. Elle fit de son nom un nom de confiance dans les cercles feutrés du pouvoir, sans jamais hausser la voix. Parfois, Gabriel la fixait longuement. « Il y a quelque chose chez vous, de familier, » dit-il un soir. Elle sourit encore. Le silence était devenu son arme absolue. Elle rencontra son épouse, Élise de Vauclair, une femme glaciale, paranoïaque, jalouse de toutes les femmes plus jeunes et plus brillantes qu'elle. Élise se méfia d'elle tout de suite. Elle a l'air dangereusement tranquille. Mais personne ne voulait croire une épouse aigrie. Tous voyaient en Elia une énigme, une future reine dans un monde d'apparence. Un jour, Verneuil lui donna un dossier confidentiel. « Voici les tests ADN que j'ai fait faire, discrètement. Ils ne laissent aucun doute. » Elia lut le résultat. Un taux de compatibilité de 97%. Gabriel de Vauclair était son père. Il l'ignorait toujours. Elle aurait pu le confronter, le détruire publiquement, le menacer. Mais elle ne le fit pas. Elle préféra une autre voie, la conquête silencieuse. Elle fit publier discrètement des articles dans les journaux d'investigation sur un scandale lié à de Vauclair. Elle finança un documentaire anonyme sur les enfants abandonnés de riches héritiers. Elle appuya la plainte d'une ancienne collaboratrice contre le groupe familial. Gabriel sentit la pression monter. Il chercha l'origine de ces attaques. Il ne la trouva pas, mais il s'agaçait de plus en plus. Chaque fois qu'il voyait cette jeune femme aux yeux perçants, qui ne parlait jamais, mais semblait tout comprendre. Une nuit, dans son bureau, Elia relut la lettre d'Anaïs. Et elle sut. Le moment était venu. Elle fit appel à un notaire. Elle rédigea une lettre. Elle la fit envoyer à Gabriel, par coursier privé. Elle contenait deux choses. Une copie du test ADN. Un mot, écrit de sa main. « Je suis la voix que tu as refusé d'entendre. Je suis le silence que tu as semé. Je suis la tempête que tu vas récolter. » Puis elle s'assit dans son salon et attendit. Le manoir. De Vauclair était plongé dans une étrange tension ce matin-là. Gabriel, assis dans son bureau, ouvrit la lettre qui venait d'arriver. Une enveloppe crème, sans expéditeur. Il ne s'en méfia pas tout de suite. Mais à la lecture du contenu, son visage perdit toute couleur. Le test ADN. Et ce mot, court, tranchant, comme une lame. Je suis la voix que tu as refusé d'entendre. Je suis le silence que tu as semé. Je suis la tempête que tu vas récolter. Il se leva d'un bond, renversa sa tasse de café et appela son secrétaire personnel, l'air livide. Qui est Elia de Lune? Une jeune femme récemment très présente dans les cercles. Silencieuse, mystérieuse. Elle a acquis des parts dans la fondation du Louvre, financé plusieurs galeries et soutenu des associations pour enfants abandonnés. Gabriel déglutit. Il comprenait. Il se souvenait d'Anaïs, de cette nuit, 21 ans plus tôt, de sa fuite lâche, et d'un serment qu'il s'était fait lui-même, ne jamais en parler. La vérité revenait, et elle avait les yeux d'Elia. Dans les jours qui suivirent, Gabriel fit tout pour nier. Il convoqua un avocat. Peut-on contester un test ADN? Est-ce légalement valable sans ma permission? Mais l'avocat lui répondit. En France, un test même sans votre consentement, s'il est croisé avec des données médicales existantes, peut poser problème. Et si elle a un dossier solide, elle peut déposer plainte pour reconnaissance de paternité. Et si je nie, cria Gabriel, alors elle fera un procès, et les médias s'en mêleront. Il savait que sa réputation était en jeu, mais ce qui le hantait le plus, c'était son regard, celui d'Elia. Un regard qui ne tremblait pas, qui ne cherchait pas de pardon, seulement la vérité. Pendant ce temps, Elia reprenait la route d'Orval-sur-Brume, mais cette fois-ci, dans une limousine noire, aux vitres teintées. Elle était devenue légende. Les journaux parlaient d'elle comme de la nouvelle étoile montante du mécénat. La ville, qui l'avait autrefois rejetée, ignorait encore que cette femme glaciale et fascinante n'était autre que la petite muette,
qu'ils avaient tous humiliée. Elle arriva devant l'école primaire où elle avait été raillée. Elle descendit, lentement. Les enfants s'arrêtèrent de jouer. Les professeurs sortirent. Certains habitants la reconnurent, ou crurent la reconnaître. « C'est elle ?» demanda un vieil homme. La muette, mais elle ne répondit pas. Elle se contenta de marcher, silencieuse, sereine, impériale. Et dans son sillage, les rires d'autrefois devenaient des murmures gênés. Le soir même, elle organisa une réception dans un ancien château, rénové grâce à ses dons. Elle invita toute la ville d'Orval. Anciens camarades, professeurs, autorités locales, ceux qui l'avaient moqué, ignoré, rejeté. Camille, maintenant cadre dans une petite banque, arriva le premier. Jade, coiffeuse en fin de carrière, le suivait, le visage tendu. Louis, légèrement alcoolisé, ricana en apercevant la limousine noire. « C'est une actrice ou quoi ?» dit-il en s'enfilant une coupe de champagne. Mais lorsqu'Elia entra dans la pièce, un silence pesant s'abattit. Elle portait une robe noire élégante, ses cheveux remontés en chignon strict, les épaules droites. Elle ne souriait pas. Elle observa la foule et s'avança vers Camille, Jade, Louis. Ils blanchirent. Leur passé les rattrapait. Camille osa un sourire nerveux. « Tu es Elia, hein? Écoute, on était jeunes, on ne savait pas... » Elle leva la main. Un simple geste. Le silence retomba. Elle sortit un petit carnet, l'ouvrit et montra une phrase écrite à la main. « Vous avez ri de mon silence, mais c'est lui qui vous juge ce soir. » Camille recula, bouleversée. Pleura. Louis sortit sans dire un mot. Le lendemain, un article choc fit la une du principal quotidien économique. Gabrielle de Vauclair, une fille cachée, une héritière silencieuse? Le texte, signé anonymement, racontait l'histoire d'Elia, son abandon, son ascension et sa confrontation silencieuse. La fondation de Vauclair fut prise d'assaut par les journalistes. Les investisseurs demandèrent des comptes. Gabrielle fut convoqué par le conseil d'administration. Il perdit son calme en pleine séance. Jeta des documents. Hurla que tout cela était une manipulation. Mais tout le monde savait, la vérité était là. Et elle ne criait pas. Elle existait. Gabrielle appela Elia. Elle accepta de le rencontrer. Dans la maison de campagne qu'il possédait, loin de la ville, là où tout avait commencé. Lorsqu'elle entra dans le salon, il était là, vieilli, affaibli, secoué. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. Elle posa devant lui un vieux carnet, celui où elle avait noté, depuis ses 8 ans, chaque moquerie, chaque injustice, chaque silence imposé. Puis, elle montra une page. Dessus, un dessin. Un homme, seul, dans un fauteuil, en train de pleurer. Et une petite fille debout, silencieuse, mais debout. Il lut. Il comprit. « Je suis désolé, » souffla-t-il. « J'étais lâche. Je croyais que fuir effacerait ce que j'avais fait. » Elle le regarda, sans colère, mais sans pardon non plus. Elle écrivit une dernière phrase. « Je ne suis pas venue pour ton amour, seulement pour reprendre ce que je suis. » Puis elle se leva et s'en alla. Sans un mot, après sa rencontre glaciale avec Gabrielle de Vauclair, Elia retourna à Paris. Elle ne ressentait ni triomphe, ni soulagement, juste un étrange vide. Elle avait tout planifié, tout calculé, tout maîtrisé. Elle était devenue puissante, respectée, crainte même. Mais dans cette conquête silencieuse, quelque chose lui échappait encore. La voix, pas sa voix physique. Elle s'était faite à son mutisme, mais sa voix intérieure, celle qui aurait dû crier sa peine, son amour, sa joie, sa haine. Elle restait muette, même dans l'intimité, comme si un verrou tenait encore son âme enchaînée. Elle revit cette nuit, petite, seule dans sa chambre, les oreilles bourdonnantes de moquerie. Elle revit sa mère, amaigrie, mourante, tenant sa main avec tendresse. Elle revit son cahier et les mots tremblés qu'elle y avait inscrits à la main.
Un jour, je parlerai, et le monde écoutera. Mais ce jour n'était jamais venu. Pendant ce temps, Gabriel perdait tout. Les investisseurs le lâchèrent. Le conseil d'administration vota sa mise à l'écart. La presse traquait le moindre de ses gestes. Des anciens employés déposèrent des plaintes pour abus, pour fraude, pour négligence. Sa femme, Élise, quitta le manoir avec leur dernier bien liquide. Il devint un homme seul, amer, prisonnier d'un monde qu'il avait lui-même bâti sur des illusions. Et dans les médias, un nom revenait en boucle, Elia de Lune. On la comparait à une figure mythologique, une réincarnation de justice muette, une femme moderne, mystérieuse, venue réparer une injustice sociale et humaine. Et pourtant, Elia ne se réjouissait pas. Elle repensait souvent à lui. Pas pour lui pardonner, mais parce qu'il restait, malgré tout, une partie de l'histoire. Un matin d'hiver, alors qu'elle vidait une vieille malle dans sa chambre, Elia retrouva un carnet que sa mère avait tenu autrefois. C'était un journal. Il contenait des pensées, des secrets, des espoirs, des regrets, mais surtout, des lettres jamais envoyées. L'une d'elles portait la mention « Pour ma fille, le jour où elle découvrira sa voix ». Les mains tremblantes, Elia l'ouvrit. « Ma douce Elia, je sais que tu vis avec ce silence comme une prison. Mais crois-moi, un jour, il deviendra ton arme, ton art, ta lumière. Tu n'as pas besoin de parler pour exister. Mais si un jour ta voix revient, ne la retiens pas. Laisse-la éclater, même si elle tremble, même si elle fait mal. Parce que c'est à ce moment-là que tu seras entière. » Elia sentit un frisson la traverser. Quelque chose remuait en elle. Quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Pas encore. Le sort de Gabriel de Vauclair fut scellé lors d'un procès public. Fraude fiscale, abus de biens sociaux, manipulation de marché. Il risquait plusieurs années de prison, des millions d'euros d'amende, la saisie partielle de ses actifs. Mais au cœur du procès, un élément inattendu surgit. Un témoignage écrit d'Elia. Dans cette lettre, lue à haute voix par l'avocate d'Elia, elle disait ceci: « Je n'ai pas cherché la vengeance, j'ai cherché la vérité. Ce que mon père m'a volé, ce n'était pas de l'argent, c'était le droit d'exister, d'être aimé, d'être entendu. Il m'a laissé dans le silence. Je lui rends le silence en retour. Mais dans ce silence, il y a tout ce que j'aurais voulu dire. » Le tribunal fut bouleversé. Et à ce moment-là, sans prévenir, Elia entra dans la salle d'audience. Elle avança lentement. Les caméras se braquèrent sur elle. Les journalistes chuchotèrent. Les jurés la regardèrent avec émotion. Et puis, elle s'arrêta à 2 mètres de Gabriel. Il leva les yeux. Leur regard se croisa. Et là, elle parla, un murmure, une vibration, un souffle d'abord, puis un mot brisé, rauque, mais réel. Elle murmura « Papa ». La salle fut figée. Gabriel resta pétrifié. Son visage se décomposa, ses mains tremblèrent. Puis elle ajouta, plus fort, la voix plus claire, comme une rivière rompant un barrage. « Tu m'as volé ma voix, mais aujourd'hui, je la reprends. » Et elle tourna les talons. Les journalistes crièrent, les flashs crépitèrent. Le monde venait d'assister à un miracle. La muette parlait. Ce soir-là, Elia s'assit seule sur le balcon de son appartement parisien. Elle n'avait pas dit grand-chose. 3 mots, mais ces mots avaient à briser une chaîne invisible. Elle se sentait libre, entière, puissante. Son téléphone vibra. Un message de Théodore Verneuil. « Je n'ai jamais douté que tu parlerais un jour, pas avec la langue, mais avec l'âme. » Elle ferma les yeux, et elle sourit, un sourire sincère, apaisé. La petite fille qu'on avait raillée, la muette que l'on avait chassée, était devenue une femme qu'on écoutait, non parce qu'elle parlait fort, mais parce qu'elle avait su attendre le bon moment pour dire l'essentiel. Le lendemain du procès, la presse titra « La muette qui a parlé. Le miracle Elia. » Une voix née du silence. Elle ne voulait pas se venger, elle voulait se faire entendre. Les images d'Elia,
se tenant droite dans la salle d'audience, les yeux dans ceux de son père, firent le tour du monde. On l'interrogea, on l'invita à la télévision, on lui proposa des millions pour écrire un livre, participer à des documentaires, être ambassadrice de fondation. Mais elle déclina. Presque tout. Elle ne voulait pas devenir une icône, ni une victime, ni une héroïne médiatique. Elle voulait être libre, libre d'être qui elle était, libre de choisir ses mots, libre de se taire si elle le voulait. Elia utilisa une grande partie de son héritage pour créer une œuvre à l'image de sa mère. La Fondation Anaïs, dédiée aux enfants sans voix, enfants abandonnés, enfants muets, enfants rejetés, enfants harcelés. Elle finança des écoles inclusives, des centres d'expression artistique pour les jeunes silencieux, des hôpitaux pour les familles précaires. Elle ne parlait presque jamais en public. Mais quand elle écrivait, le monde s'arrêtait. Ses mots étaient rares, mais bouleversants. Ses textes se lisaient comme des prières. Et dans chaque phrase, il y avait la trace de son passé, de sa douleur, de son amour. Un jour, des années plus tard, alors que la Fondation préparait un gala, un visiteur inattendu se présenta. Gabriel de Vauclair. Amaigri, vieilli, méconnaissable. Il demanda à la voir. Ses yeux n'étaient plus ceux du magnate. Ils étaient ceux d'un homme vidé, brisé, conscient de ce qu'il avait perdu. Elia accepta. Ils s'assirent dans le jardin de la Fondation, sous un olivier planté à la mémoire d'Anaïs. Gabriel prit la parole. « Je ne demande pas ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je ne voulais pas mourir sans te dire que je t'ai aimé, même si je t'ai trahi, même si je n'ai jamais été un père. Je t'ai aimé à distance, et j'ai eu honte toute ma vie. » Elle le regarda, longtemps. Puis elle écrivit sur un petit carnet. « Il y a des silences que le pardon n'efface pas, mais je te remercie de les avoir brisés. » Il pleura, pour la première fois depuis des années, et elle lui tendit une fleur, un lys blanc. Il la prit et s'en alla. Ce soir-là, Elia reçut une visite encore plus improbable. Jade. Les années l'avaient changée. Elle n'était plus la fille arrogante d'autrefois. Elle tenait une boîte de gâteaux dans les mains, et ses yeux étaient humides. « Tu ne me dois rien, dit-elle. Mais moi, je te dois tout. Je t'ai fait du mal. Je t'ai vue comme une faiblesse. Tu étais différente. Et j'ai eu peur de ça. » Elia ne répondit pas. Jade posa la boîte sur la table, sortit un vieux collier d'enfant, fait de perles colorées. « Tu l'avais perdu. À la récré, je l'avais ramassé. Je ne te l'ai jamais rendu. » Elle le posa sur la table et s'en alla. Elia resta longtemps seule, fixant le collier. Puis, pour la première fois depuis longtemps, elle rit. Un rire doux, léger, comme une cloche dans l'air. Elle riait, parce que la boucle était bouclée, parce que même les fantômes finissent par demander pardon. Un matin de printemps, alors qu'elle marchait dans un parc, une petite fille la suivit. Elle ne parlait pas. Elle semblait nerveuse, mais curieuse. Elia s'arrêta. La petite aussi. Elle sortit un carnet et écrivit dessus. « Je m'appelle Maëlia. Je ne parle pas. On se moque de moi à l'école. C'est vrai que t'étais comme moi. » Elia prit le carnet. Elle sourit. Elle sortit son propre stylo et répondit « Oui, j'étais toi. Mais un jour, j'ai compris que ce qu'on appelle un défaut peut devenir une force. Le silence, quand il est respecté, est plus puissant que tous les cris. » Maëlia lut et sourit. Elle s'assit à côté d'Elia, sans un mot, et ensemble, elles regardèrent le ciel. Dans sa maison silencieuse, Elia écrivit une dernière lettre. Elle ne l'envoya pas. Elle la déposa sur la pierre tombale de sa mère. « Maman, tu avais raison. Je n'ai jamais eu besoin de voix pour exister. Mais j'ai eu besoin d'aimer, d'être vue, d'être reconnue. Et grâce à toi, je l'ai été. Merci de m'avoir appris à écouter les silences. C'est là que je t'ai toujours entendu le plus fort. Je t'aime. Elia. »
Aujourd'hui encore, dans les rues d'Orval, on raconte l'histoire de cette femme qui ne parlait pas, qui ne criait pas, qui n'a jamais levé la voix pour se venger, mais qui est revenue dans une limousine noire, digne, droite, muette, et pourtant plus entendue que quiconque. Et le monde, ce jour-là, a cessé de parler, juste pour l'écouter. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé à jusqu'ici, c'est que vous avez, comme moi, été touché par le parcours d'Elia, une jeune fille rejetée, humiliée, blessée, mais qui a su transformer son silence en force, en courage, en lumière. Ce récit n'est pas seulement une fiction. C'est un hommage à toutes celles et ceux qu'on ignore parce qu'ils sont différents, à ceux qu'on ne comprend pas, à celles qu'on rejette sans chercher à les connaître. Mais surtout, c'est une preuve que même dans le silence, il y a des cris qu'on n'entend pas, mais qui changent tout. Merci de l'avoir écouté. Merci de lui avoir donné cette place, cet écho. Cette histoire vous a ému et inspiré, ou simplement fait réfléchir. N'oubliez pas de la partager autour de vous. Et souvenez-vous toujours de ceci, il suffit parfois d'un regard, d'un geste ou d'un silence pour changer une vie. Avec toute ma gratitude, merci.